Bienvenue dans The Lab Rats, l'émission, que dis-je, le rendez-vous, où nous allons discuter, en s'appuyant sur les dernières percées scientifiques, de sujets plus ou moins compliqués pour vous aider à améliorer votre santé, votre bien-être, et booster vos performances physiques et mentales. Que vous soyez un athlète professionnel, un gym rat, un passionné de sport, ou encore que vous recherchiez simplement à améliorer votre quotidien, à avoir un mode de vie plus sain, je suis là pour vous apporter des réponses précises et fiables. Alors préparez-vous à apprendre énormément sur votre corps et votre esprit pour atteindre le prochain niveau dans votre vie. C'est parti! Je vais vous plonger dans le monde du sommeil en vous expliquant son fonctionnement, le rôle primordial qu'il détient dans votre santé physique et mentale, mais aussi des conseils pour améliorer sa qualité. Pour commencer, on va s'attaquer au fonctionnement du sommeil. Alors le sommeil est un phénomène qui implique le cerveau, les hormones et même le système immunitaire. C'est un besoin fondamental de l'être humain. On passe un tiers de notre vie à dormir. C'est 25 à 27 ans de notre vie passée à dormir en moyenne. C'est énorme. Malgré ça, on comprend pas encore totalement tout le processus du sommeil. Le cycle du sommeil est composé de plusieurs phases qui ont chacun un objectif bien spécifique. Le sommeil non paradoxal, le deep sleep ou encore sommeil profond, et le sommeil paradoxal qu'on va aussi appeler le REM sleep. Alors le cycle du sommeil dure entre 90 à 110 minutes suivant les individus et se compose de deux types de sommeil. Le sommeil non paradoxal à ondes lentes et le sommeil paradoxal qui est le REM sleep plus léger dans lesquels les rêves se produisent. Et on va commencer par voir le deep sleep, le sommeil profond, le sommeil non paradoxal. Le sommeil profond correspond donc à la première phase du sommeil et il est divisé en 3 étapes. La première étape, c'est le début de votre nuit, tout simplement. Vous êtes réveillé assez facilement et c'est au cours de cette étape-là qu'il arrive quelque chose qu'on a tous expérimenté, c'est la fameuse marche qu'on loupe ou l'impression de tomber dans le vide, suivi d'un spasme musculaire où vraiment tous nos muscles se contractent d'un coup. D'ailleurs, cette contraction est appelée la myoclonie. À la suite de ça, on rentre dans la deuxième étape où le corps commence à se détendre, la température corporelle commence elle aussi à baisser, et vos ondes cérébrales, donc les fluctuations de l'activité électrique de vos cerveaux, deviennent plus lentes et moins intenses. La troisième étape termine le processus et vous êtes officiellement, bravo à vous, dans le sommeil profond, le sommeil non paradoxal. Ce sommeil est également appelé sommeil à onde delta, car votre cerveau, à ce moment-là, ne produit que ce type d'onde. Durant cette phase de sommeil profond, votre corps est totalement détendu. Il n'y a plus aucune activité musculaire, hormis les organes vitaux, bien évidemment, comme le cœur qui bat plus lentement et votre respiration qui se fait plus profonde et plus lente. Si vous vous réveillez durant cette phase de sommeil profond, ça doit se passer comment? Mal. Le réveil sera dur. Il vous faudra un temps d'adaptation, quelques dizaines de secondes, car vous allez vous sentir désorienté. Chose très importante, durant cette phase de sommeil profond, il y aura un pic de sécrétion de GH. GH, c'est Growth Hormone, c'est l'hormone de croissance. L'hormone de croissance qui est responsable de la reconstruction musculaire, plus globalement de la régénération des tissus, quel que soit le tissu, d'où son utilisation dans le monde du fitness, du bodybuilding, notamment professionnel. Disclaimer toutefois, c'est la régénération des tissus. Donc évidemment, si vous prenez de la GH, vos muscles, vos tissus musculaires vont grossir. Néanmoins, tous vos tissus vont grossir aussi. C'est pour ça qu'il y a ce phénomène de bubble gut, parce que toutes les viscères poussent. Ça augmente la croissance de tous vos tissus au niveau du corps. 70% des pics de sécrétion de GH sont liés à cette phase de sommeil profond. En fait, beaucoup de cellules augmentent leur production et réduisent la détérioration des protéines. Comme vous devriez le savoir, les protéines sont la base de la vie. Ce sont les briques qui permettent aux cellules de se construire mais aussi de se reconstruire, notamment après les détériorations dues à un stress, comme par exemple l'entraînement musculaire. Donc pas de sommeil profond, pas de deep sleep, et vous resterez des skinny bitch.
Le journal Neuron, donc neurone en anglais, a publié en 2018 une étude où des chercheurs ont entraîné des rats à réaliser une certaine tâche. Pendant que les rats réalisaient cette tâche, ils monitoraient l'activité cérébrale. Ensuite, ils ont pris ces mêmes rats et ont monitoré l'activité de leur cerveau pendant leur sommeil et plus précisément pendant leur phase de deep sleep. Ils ont trouvé que les neurones qui étaient actifs durant l'activité réalisée plus tôt dans la journée étaient également actifs durant la phase de sommeil profond. Ce qui indique que les rats, ou du moins leur cerveau, répétaient l'activité qu'ils avaient fait auparavant. Ils ont également remarqué que cette stimulation des neurones pendant leur sommeil améliorait leur performance sur l'activité une fois éveillés. C'est-à-dire que le lendemain, ils ont pris les mêmes rats, ils ont refaire cette activité. Tous les rats ont eu de meilleures performances. Ceci confirme l'aspect de consolidation de la mémoire durant la phase de sommeil profond et plus globalement le sommeil. Passons maintenant à la deuxième phase du cycle du sommeil qui est le sommeil paradoxal ou REM sleep. REM, c'est pour Rapid Eyes Movement, les mouvements rapides des yeux, et c'est aussi pour ça que la traduction en français est le sommeil paradoxal, car dans cette phase, vos yeux sont en mouvement. Le cerveau est également très actif, d'où le nom de sommeil paradoxal. Les ondes cérébrales enregistrées durant cette phase sont identiques à celles éveillées, néanmoins, nos muscles sont temporairement paralysés. Les scientifiques ont fait des scans cérébrales de personnes endormies et ces scans montrent que pendant cette phase de REM sleep, de sommeil paradoxal, certaines parties du cerveau sont même 30% plus actives que durant la journée. Ces parties sont notamment les parties qui traitent de l'émotionnel, de la mémoire et des informations visuelles. A contrario, certaines parties sont complètement éteintes, notamment le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est le PDG du cerveau. This is Elon Musk. C'est le responsable de la réflexion logique lorsque vous êtes éveillé. On a également un rythme cardiaque qui s'élève légèrement avec une pression artérielle qui augmente également légèrement. C'est pour ça que chez les hommes, il peut y avoir l'apparition de... C'est également pendant cette phase de sommeil paradoxal que 80% des rêves se produisent. The Journal of Sleep Research, donc le journal des recherches sur le sommeil, a publié une étude appelée Drill Incorporation qui a montré qu'un stimuli externe pouvait être incorporé au sein d'un rêve. En fait, les chercheurs jouaient un son pendant que les participants dormaient, pendant leur phase de REM sleep, et la majorité des participants ont déclaré avoir entendu ce son durant leur rêve. Alors à la fin de cette phase de REM sleep, il y a un pic de cortisol. Comme certainement la majorité d'entre vous le savent, le cortisol est l'hormone du stress. Pourquoi pic de cortisol? Ceci va vous aider à vous réveiller et à donner un peu d'énergie à votre corps pour le réveil. C'est ce qui permet aussi de réguler l'alternance éveil-sommeil en combinaison avec la mélatonine, qui elle va avoir un rôle dans le sommeil. Alors la première partie du REM sleep apparaît après 70 à 90 minutes de sommeil. Le premier cycle du sommeil, donc les premières 90 à 110 minutes de chaque nuit, ne contient que des périodes très courtes de REM sleep. Par contre, les périodes de deep sleep sont beaucoup plus longues, ce qui va s'inverser au fur et à mesure de la nuit. Donc première partie de la nuit, très peu de REM sleep, beaucoup de deep sleep, donc régénération vraiment physique. Et deuxième partie de la nuit, les phases de deep sleep diminuent, les phases de sommeil profond diminuent, et on a une augmentation des phases de sommeil paradoxal de REM sleep. Donc régénération plus mentale. Alors malheureusement, tout le monde ne peut pas dormir autant qu'il le faudrait. Il existe plusieurs troubles du sommeil qui affectent la qualité du sommeil. Un des plus connus, c'est l'insomnie, qui est caractérisée par la difficulté à s'endormir ou même la difficulté à rester endormi. Alors les causes de l'insomnie, elles sont variées et elles incluent notamment le stress, l'anxiété, la dépression ou encore certaines maladies. Autre trouble, c'est l'apnée du sommeil. Certains d'entre vous vont peut-être se reconnaître dans ce trouble qui arrive beaucoup notamment aux bodybuilders. La respiration est peu profonde et ça peut même aller jusqu'à l'arrêt momentané de toute respiration. C'est assez grave et c'est surtout assez dangereux. D'où le fait que certains bodybuilders soient sous assistance respiratoire la nuit pour les aider
aider du coup à contrer cette apnée du sommeil. Outre le fait que vous ne respirez plus, cela peut causer des réveils fréquents et donc mener à des sensations de fatigue durant la journée. Cette apnée est souvent causée par une obstruction des voies respiratoires, par la langue ou les tissus au niveau de la gorge. Le syndrome des jambes sans repos, syndrome qui est très répandu, qui donne une sensation d'inconfort au niveau des jambes, sensation d'inconfort qui ne peut être soulagée que par le mouvement de celle-ci. Il est évident que ça a un impact sur la qualité de votre sommeil et plus précisément, ça peut rendre difficile l'endormissement puisqu'il faut bouger les jambes pour faire partir cette sensation désagréable. Dernier trouble assez connu et pour moi le plus grave, c'est la narcolepsie. Alors c'est un trouble beaucoup moins répandu que ceux dont on a parlé et heureusement. L'insomnie se caractérise par des épisodes de sommeil inopinés dans la journée, mais surtout incontrôlable. Donc les personnes qui sont atteintes de ce trouble peuvent s'endormir à n'importe quel moment. Imagine-toi une seconde souffrir de narcolepsie et t'endormir sous une barre de 150 kg au développé couché. Maintenant qu'on a exploré les différentes phases du sommeil et leur fonctionnement, ainsi que les troubles les plus fréquents, je vais vous parler de la raison pour laquelle dormir est si important. Je dirais même primordial pour la santé physique et mentale. Comme on l'a vu dans la description des différentes phases, le sommeil joue un rôle prépondérant dans la santé physique. Durant le sommeil, votre corps se reconstruit, se régénère, notamment au niveau des tissus cardiaques, des vaisseaux sanguins, mais aussi des tissus musculaires. De plus, d'un point de vue mental, le sommeil améliore l'humeur, les fonctions cognitives et le bien-être global. Le manque de sommeil est quant à lui lié à une augmentation des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires, du diabète et de toute autre sorte de saloperies. Pour vraiment que vous compreniez l'importance du sommeil, je vais vous décrire une petite expérience qui a été réalisée dans les années 50-60 par Peter Tripp. Qui est Peter Tripp? C'est un animateur radio. Ce grand fou a voulu battre le record de jours consécutifs passés sans dormir. Tout ça retransmis depuis Times Square en live sur la radio pour laquelle il travaillait. Donc Peter Tripp commence son expérience. Boum, direct, jour 3, sans sommeil, des hallucinations auditives et visuelles. Il est devenu paranoïaque, il pensait que des personnes voulaient atteindre à sa vie. Au fur et à mesure que l'expérience continuait, les gens ont pu voir en live que sa santé physique et mentale se dégradait au fur et à mesure des jours qui passaient. Il avait de plus en plus d'hallucinations, il avait des pertes de mémoire et il avait de réelles difficultés à se concentrer sur les tâches à réaliser durant la journée, notamment son live. Malgré tout ça, le gars était déter et il a décidé de continuer. Il a tenu 11 jours et a fini à l'hôpital. Avant que ça en arrive là, il y a même des gens qui regardaient le live, qui appelaient la radio pour lui demander tout simplement d'arrêter les frais. Je vais vous mettre un petit extrait de la vidéo d'Arthur Moza qui a fait l'expérience et qui a vécu, comme Peter Tripp, des hallucinations au bout de 3 jours sans sommeil. Putain, j'ai eu un flip. Je crois que j'ai une hallucination, frère. Attends, mais là, ah, par contre, les hallucinations, ça me fait flipper, ça. C'est hardcore. Je deviens parano de ouf. Putain, mec, je chiale. Donc vous voyez, la privation de sommeil, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Les neurones qui contrôlent le sommeil interagissent également avec le système immunitaire. Vous l'avez sûrement remarqué, quand on est malade, on a vraiment tendance à beaucoup plus dormir que d'habitude. Et ce phénomène est dû aux cytokines. Les cytokines, c'est des molécules que notre système immunitaire produit pendant qu'il combat l'infection, pendant qu'il combat la maladie. Ce sont de puissantes molécules qui induisent également le sommeil. Elles stimulent la production de globules blancs et d'anticorps. Le sommeil aide également le corps à conserver de l'énergie pour allouer cette énergie, ces ressources, au système immunitaire pour qu'il combatte l'infection. Donc, quand vous êtes malade, dormez, ne combattez pas la sensation de sommeil, c'est très important. On peut dire que plus vous allez dormir, plus vite vous allez vous rétablir. Il y a des études scientifiques qui ont montré que la privation régulière de sommeil menait à une baisse de production des cytokines et donc à une baisse de la capacité du système immunitaire à combattre les infections. Concernant la santé mentale, lorsque l'on dort mal ou lorsque l'on dort peu, on est plus irritable, on a des changements d'humeur plus soudains, plus fréquents, on a de la difficulté à se concentrer et à prendre des décisions. Le manque chronique, donc régulier, de sommeil est lié à des troubles mentaux comme la dépression
et l'anxiété. Alors la question que vous vous posez certainement, c'est quelle quantité de sommeil nous avons besoin. Il existe une quantité de sommeil optimale, notamment pour l'espérance de vie. Cette quantité optimale pour un homme adulte, elle est entre 6 à 8 heures. C'est-à-dire que si vous dormez moins de 6 heures, c'est pas bon. Et si vous dormez plus de 8 heures, c'est pas bon non plus. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est une étude de la Sleep Research Society, appelée Sleeping Beauty, qui a trouvé que dormir plus ou moins augmentait le risque de mortalité. Donc ça, c'est pour les adultes. Pour les ados, c'est un peu plus. La fourchette se situe entre 8 et 10 heures. Et pour les très jeunes enfants, voire les nourrissons, il n'y a pas de fourchette. Il faut qu'ils dorment autant qu'ils ont besoin. Il y a également une étude qui a été réalisée par l'école de médecine d'Harvard, The Sleep Depth, qui démontre les conséquences négatives de la privation de sommeil, notamment sur l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques. Mais les chercheurs ont également découvert qu'il était très important d'avoir assez de sommeil de manière régulière. En fait, le sommeil que vous perdez, que vous n'avez pas lors d'une nuit, n'est quasiment pas récupérable. C'est perdu à jamais. On peut contrebalancer dans une certaine mesure, mais une grosse partie du sommeil que vous n'avez pas au cours d'une nuit, il est perdu à jamais. D'où l'importance de vraiment dormir régulièrement et assez. Dans les années 80, Alan Rechtschaffen, excusez mon allemand, a conduit une expérience avec son équipe sur nos amis les rats pour découvrir les effets de la privation de REM sleep sur l'espérance de vie. Alors les rats, ils étaient placés sur des disques qui eux-mêmes étaient placés sur de l'eau. À chaque fois que les rats entraient en phase de REM sleep, ils appuyaient sur un bouton qui faisait bouger le disque sur l'eau, ce qui réveillait les rats. Donc privation de REM sleep. Les résultats ont montré que les rats privés de REM sleep avaient une espérance de vie de 3 à 5 semaines. Alors là, comme ça, vous vous dites, bon, très bien. Il faut savoir qu'un rat qui dort normalement a une espérance de vie de 2 à 3 ans. 2 à 3 ans. Il faut noter que le stress induit au rat lors de cette expérience a dû également jouer un rôle dans cette baisse de l'espérance de vie. Donc dormez bien, gérez votre stress et vous aurez l'espérance de vie maximale. Ils ont poussé l'expérience encore plus loin, ils ont totalement privé les rats de sommeil et l'espérance de vie a chuté à 3 semaines. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Alors je sais et je partage votre avis d'un point de vue éthique. C'est de la merde. Autre précision à apporter, ces rats qui ont été privés de sommeil, ils ont développé des pourcentages de masse grasse extrêmement bas, des températures corporelles également extrêmement basses, et cela a mené à l'apparition de lésions sur la peau, de coupures, parce que leur système immunitaire était complètement à plat, du fait de la privation de sommeil. Le système immunitaire, il avait juste Envie de crever! Dans cette partie, je vais vous prodiguer quelques conseils pour améliorer la qualité de votre sommeil et en tirer les meilleurs bénéfices. Tips numéro 1, ayez un rythme régulier. Être régulier dans l'heure à laquelle vous allez vous coucher est très important car ça va aider votre horloge interne à se régler. Ça va rendre le fait de s'endormir beaucoup plus facile, mais aussi le fait de se réveiller à la même heure fera que vous vous réveillerez de manière beaucoup plus aisée. Alors essayez de vous lever aux mêmes heures, même le week-end. Votre horloge interne, vos rythmes circadiens ne font pas la différence entre un jour de la semaine et le week-end. Soyez régulier. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si on se couche plus tard que d'habitude? Ça tombe bien, on a une étude de l'université de Pennsylvanie, étude publiée dans The Journal of Sleep, donc le journal du sommeil, en 2009. Donc cette étude, elle a été réalisée avec 2 groupes de participants. Ils ont divisé la nuit en 2 parties, correspondant aux 2 phases qu'on a vues plus tôt. Première partie de la nuit de 4 heures, correspondant au sommeil profond. Deuxième partie également de 4 heures, correspondant plus au REM sleep. Un des groupes de participants a été privé de la première partie de la nuit et le deuxième de la deuxième partie de la nuit. Comme on l'a vu, la première partie est liée au sommeil profond, au sommeil non paradoxal, à la régénération plus physique du corps. Alors que la deuxième partie de la nuit est plus concentrée sur la régénération mentale, l'ingestion et le traitement des expériences émotionnelles de la journée. Donc les 2 groupes ont observé des effets négatifs au niveau cognitif
et physique. Néanmoins, il y a eu quelques spécificités en fonction de la partie de la nuit qu'ils ont loupé. Ceux qui ont loupé la première partie de la nuit, le sommeil non paradoxal, le sommeil profond, ont montré une baisse de l'attention et une augmentation des temps de réaction. Ceux qui ont été privés de la phase de REM sleep, de la deuxième partie de la nuit, ont montré des déficits de mémoire et une faiblesse dans la capacité à apprendre. I am stupid. Tips 2, créer une routine pré-bedtime. Qu'est-ce que j'entends par pré-bedtime? C'est juste avant de vous coucher. Comme on aurait une routine juste avant d'aller à la salle ou juste avant d'aller faire du sport, par exemple prendre un pré-workout. Il est important d'avoir une routine pré-bedtime. Donc, créez-vous une routine qui va vous relaxer, qui va signaler à votre corps de se préparer à aller dormir. Ça peut être un bain chaud, lire un bouquin, méditer, regarder mes vidéos, lâcher un like, s'abonner. Bref, trouvez quelque chose qui vous convient bien, qui vous relaxe et qui prépare votre corps au sommeil. Tips numéro 3, évitez l'alcool et la caféine. La caféine et l'alcool vont influer sur la qualité de votre sommeil. L'alcool, c'est un sédatif. Même si ça peut vous aider à vous endormir, l'alcool dérègle le cycle du sommeil. Il perturbe les différentes phases qui baissent drastiquement la qualité de votre sommeil. La caféine, elle, est une molécule stimulante qui affecte le système nerveux central. Comment fonctionne la caféine? La caféine bloque l'action d'une autre molécule qui s'appelle l'adénosine. L'adénosine est une molécule sécrétée par le cerveau qui favorise le sommeil et baisse l'excitation. Au cours d'une journée normale, l'adénosine s'accumule dans le cerveau au cours de la journée et c'est ce qui va vous donner en fin de journée cette sensation de fatigue. Quand tu consommes de la caféine, les molécules de caféine viennent se mettre sur les récepteurs de l'adénosine. Ça engendre notamment un déclenchement neuronal menant à la sécrétion d'adrénaline, d'où le boost d'énergie après l'ingestion de ton café. Tu as un boost au niveau de la concentration, ton humeur est améliorée et également sont améliorées tes capacités physiques et mentales. I'm stronger, I'm smarter, I'm better. Néanmoins, la caféine n'est pas une molécule magique. La caféine a une demi-vie de 4 à 6 heures. Donc quand la caféine est évacuée par le corps, l'adénosine qui s'est accumulée toute la journée et qui n'a pas pu connecter à ses récepteurs et qui normalement vient progressivement, va venir d'un coup sur ses récepteurs. C'est le crash post-café, d'où cette sensation intense de fatigue. Donc de manière générale, il faut éviter de consommer de la caféine au minimum 6 heures avant votre heure de coucher habituelle. Et je vous rappelle également que la caféine fait monter la pression artérielle et le rythme cardiaque. Pour aller dormir, c'est vraiment tout ce qu'on veut pas. On retrouve notre Journal of Sleep Research avec une étude appelée Nappuccino. C'est une étude qui a montré que boire un café juste avant d'aller faire sa sieste était positif, notamment au niveau des performances physiques et au niveau de la concentration. En fait, la caféine met à peu près 20 minutes à agir, le temps de la sieste. Donc au réveil de la sieste, ça vient aider le corps à se réveiller et en plus, vous avez le boost d'énergie de la caféine et de la sieste. Quatrième tips, créer un environnement propice au sommeil. Ça paraît logique, mais beaucoup de personnes ne le font pas. Créer un environnement favorable au sommeil peut avoir un gros impact sur la qualité de votre sommeil. Alors qu'est-ce qu'un environnement propice au sommeil? Alors déjà, c'est un environnement où vous allez éviter les lumières bleues, donc les écrans. Ça va être une chambre également avec une température fraîche. Entre 16 et 18 degrés, c'est vraiment les températures optimales. Ça va être également des choses plus classiques comme le calme, le noir total, une literie de qualité, des bons matelas, des bons coussins, bref. Alors ne vous inquiétez pas, il est naturel de se réveiller dans la nuit, d'autant plus en vieillissant. Tout le monde se réveille dans la nuit, notamment à la fin des cycles du sommeil, où le corps qui a été paralysé pendant 90 à 110 minutes a besoin de bouger. C'est des réveils dont on ne prend pas forcément conscience, mais c'est des réveils qui arrivent néanmoins. La norme au niveau de l'efficience du sommeil, c'est 85% du temps que vous passez au lit est du temps de sommeil. Donc si vous vous réveillez 5 à 6 fois par nuit, ça commence à devenir du sommeil fragmenté et du coup la qualité de votre sommeil et de votre repos est impactée. Type 5, la supplémentation. On va parler d'un supplément
très à la mode au niveau de la santé du sommeil, c'est la mélatonine. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la mélatonine est produite naturellement par le corps. Elle est produite par la glande pinéale et la sécrétion commence lorsque le soleil se couche. Le pic de sécrétion arrivant 1 heure avant l'heure de coucher habituelle. En fait, le cerveau utilise la mélatonine pour régler également ton horloge interne. Au niveau de la supplémentation en mélatonine, les études les plus récentes montrent que c'est pas très efficace chez les adultes en bonne santé. On a une augmentation en moyenne de 3,9 minutes de sommeil par nuit, ce qui est très très peu, et une augmentation de la qualité de 2,2%. Par contre, chez les personnes âgées qui ont des troubles de la glande pinéale, une calcification de la glande pinéale, ça devient beaucoup plus intéressant, puisqu'ils n'ont plus ce fameux pic de mélatonine qui va aider à l'endormissement. De plus, les doses contenues dans les suppléments en mélatonine varient énormément de 1 mg à 12 mg, alors que la sécrétion naturelle est de 0,1 à 0,3 mg. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais utiliser de suppléments? Je ne pense pas, mais dans des situations très précises et surtout éviter de le faire régulièrement. Ça peut être notamment intéressant en cas de jet lag ou pour les travailleurs de nuit qui en auraient besoin pour s'endormir le matin au retour du travail. Le magnésium. Très important, le magnésium pour la santé. Il existe différentes sortes de magnésium qui ont toutes des effets un peu différents. Le magnésium glycinate qui s'absorbe très bien, qui est très biologiquement disponible et qui serait la meilleure forme de magnésium pour traiter les troubles du sommeil. Elle aurait aussi un effet réducteur sur l'anxiété. Le magnésium citrate, donc une forme qui est destinée à traiter la constipation. Le magnésium thréonate, qui est la forme de magnésium qui serait la plus apte à traverser la barrière cerveau-sang et donc qui aurait des effets positifs pour le fonctionnement du cerveau et de la mémoire. Il y a aussi des gens qui ont trouvé que ça améliorait la qualité de leur sommeil. Et il y a également le magnésium oxide, l'oxyde de magnésium, à éviter absolument. Vérifiez bien la qualité, la provenance de vos suppléments. Il ne sert à rien de prendre un supplément qui est de qualité médiocre, et je l'ai vu personnellement, un supplément en magnésium composé d'oxyde de magnésium. C'est la poudre blanche qu'on met sur les mains pour bien agripper aux barres de traction ou aux barres de deadlift. Donc tu manges ça en capsule. Après, c'est quelques tips pour améliorer l'hygiène du sommeil. Il faut parler des facteurs un peu plus lifestyle et qui jouent un rôle également très important. Notamment avoir une alimentation saine, une activité physique régulière et gérer son stress. Alors avoir une alimentation saine a plusieurs impacts positifs. Par exemple, consommer des aliments riches en tryptophane, qui est un acide aminé qui promeut la production de sérotonine et de mélatonine, améliore la relaxation et la qualité du sommeil. Ces aliments sont des aliments sains, de base, comme la dinde, le poulet, les noix, les graines, etc. L'activité physique régulière est liée à une amélioration de la qualité du sommeil. On s'endort plus facilement, on se réveille plus facilement. L'activité physique régule vos rythmes circadiens, c'est vos rythmes biologiques qui eux-mêmes régulent le sommeil. Néanmoins, il faut que je vous précise que l'activité physique trop proche de l'heure du coucher peut avoir l'effet inverse, un effet négatif, et généralement les études montrent que l'activité physique doit s'arrêter au moins 3 heures avant d'aller se coucher. On en a parlé un peu, mais on va revenir sur le sujet des siestes. Alors les siestes, il y a du positif et du négatif. Pour les points positifs, les siestes permettent une meilleure concentration, elles peuvent améliorer l'humeur et réduire le stress. Elles boostent la mémoire et la concentration, et les siestes ont montré un lien avec l'amélioration de la consolidation de la mémoire, ce qui peut en faire un outil intéressant pour notamment les étudiants. En plus de ça, ça réduit la sleep debt, vous savez, ce dont on a parlé, la dette du sommeil, en réduisant un peu le retard de sommeil accumulé, et donc prévenir les effets négatifs de la privation de sommeil. Les points négatifs des siestes: si vous faites une sieste trop tard, ça peut interférer avec votre vraie nuit de sommeil, et ça, c'est pas bon du tout. Il y a également l'inertie du sommeil, c'est la difficulté à se réveiller après avoir fait une sieste, tout simplement, et ça peut amener la sensation d'être déphasé, ce qui est pas très agréable. Donc les siestes sont à éviter pour les personnes qui souffrent de troubles du sommeil, ou tout simplement si c'est quelque chose qui ne vous convient pas.
problèmes de sommeil et les troubles mentaux sont interconnectés. On estime que 90% des personnes dépressives souffrent également de troubles du sommeil. D'autres troubles mentaux comme la bipolarité, la schizophrénie et même Alzheimer sont aussi adjacentes à des problèmes de sommeil. Une explication de ce lien est que le sommeil et la santé mentale partagent des voies de fonctionnement, des mécanismes et des molécules similaires. Par exemple, la sérotonine, qui est un neurotransmetteur associé à la régulation des émotions, joue également un rôle dans la régulation du sommeil. Donc des taux instables de sérotonine peuvent contribuer à des troubles de l'humeur et des troubles du sommeil. Ce manque de sommeil peut amplifier les symptômes liés à certaines maladies mentales et vice-versa. Le manque de sommeil peut exacerber par exemple l'anxiété ou la dépression. Il va également avoir un impact sur les fonctions cognitives, ce qui peut rendre difficile la concentration, la mémoire, qui peut à son tour augmenter le stress et l'anxiété. Et là on est dans une boucle, un cycle infernal. Alors il y a un nombre de traitements plus ou moins efficaces pour traiter les problèmes de sommeil liés aux troubles mentaux. J'ai choisi une thérapie qui m'a paru intéressante puisqu'elle est applicable pour les personnes qui ne souffrent pas de troubles mentaux. C'est la thérapie cognitive comportementale, appelée CBT-1. C'est une thérapie qui aide les personnes à changer leur comportement lié au sommeil, leur façon de penser, tout ce qui gravite autour du sommeil. Et cette thérapie s'est montrée notamment efficace pour traiter l'insomnie. Mais cela montre l'importance de tous les tips que je vous ai donnés un peu plus tôt. On a donc découvert le fonctionnement des cycles du sommeil, les implications du sommeil dans les mécanismes du maintien de la santé physique et mentale, les troubles qui peuvent affecter le sommeil, mais aussi les bénéfices et comment améliorer sa qualité. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le sommeil et ses effets sur notre esprit et notre corps. J'espère que vous avez apprécié toutes ces informations et que vous allez les appliquer dans votre vie personnelle. Rappelez-vous, avoir assez de sommeil et un sommeil de qualité est essentiel pour votre bien-être et votre santé. Si vous avez la moindre question, la moindre remarque, l'espace commentaire est fait pour ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de partager et... Bonne nuit les petits. Faites de bons rêves. See ya!